Allô, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Stéphane est lithographe, il met ses connaissances et son savoir-faire en lithogravure au service d'artistes. Des pâtisseries qui font appel aux techniques de pointe, des produits simples et de saison. Aujourd'hui, c'est Yann Couvreur qui nous régale. Danser au rythme de l'accordéon en se mettant dans la peau d'un peintre impressionniste, ses repérages guinguettes. Éloi sait dompter le bois. Il nous reçoit dans son atelier où il coupe à botte lisse tout ce qui lui tombe sous la main. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française, c'est Point de vue. Vous n'avez pas la main verte? Ce n'est pas grave, il suffit de mettre à contribution quelques-uns de vos collègues. La belle idée de Ciel Montradi, c'est le potager en plein open space. Tout le monde met la main à la terre pour l'assembler. Il ne reste plus qu'à entretenir ensemble ce jardin commun avant de déguster vos récoltes. Sympa la pause déj. L'Hermione n'est pas qu'un personnage d'Harry Potter, c'est surtout le nom du navire que Lafayette utilisa pour rejoindre l'Amérique en 1780. Quelques siècles plus tard, d'irréductibles amoureux d'histoire et de mer se sont mis en tête de reconstruire ce navire. Désormais terminé, il a quitté la terre pour entamer son grand voyage à l'abordage. Violente viande et macaroni n'est pas le nom d'un nouveau plat subversif, mais celui des co-auteurs de La vie est bonne. Dans cet ouvrage, leur délicieuse irrévérence est mise au service des anecdotes du quotidien, servies sur fond d'aplats de couleurs minimalistes. On frôle parfois le mauvais goût, mais il faut avouer qu'on a bien rigolé. Faute d'avoir des grands yeux de biche à la Brigitte Bardot, vous pouvez toujours porter ces broches et autres ornements. D'un battement de cils ou presque, Marianne Buckley, la créatrice de Beautiful and Marvelous, fabrique ses bijoux à Paris. Et le clou du spectacle, une confection éco-responsable grâce au matériau PMMA, un plastique recyclable. Fashion responsable. La lithogravure est une technique centenaire où la pierre et l'encre jouent avec le papier et c'est Stéphane Guilbeault qui nous en parle aujourd'hui. Des pierres, de l'encre et cette étrange machine. Bienvenue dans l'atelier de Stéphane Guilbeault, lithographe depuis plus de 40 ans, un métier qu'il a découvert aux Beaux-Arts. J'avais 16 ans, je faisais de la lithographie en amateur dans un atelier de la ville de Paris. Et j'ai évidemment commencé à pratiquer un petit peu la technique à l'école des Beaux-Arts, que j'avais intégrée aussi. Mais tout bêtement, en rentrant dans un atelier, alors que j'étais encore élève aux Beaux-Arts, où on cherchait quelqu'un pour grainer des pierres et laver les rouleaux. Et voilà, je suis rentré, comme on fait pratiquement tous, par une toute petite porte. Et puis, j'en suis jamais reparti. Ça fera 40 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est Ernest Pignon-Ernest qui a poussé la porte de l'atelier de Stéphane. Pour la première fois, l'artiste va s'essayer à une technique d'impression vieille de 200 ans. Contrairement aux estampes ou aux impressions numériques, la lithographie permet de reproduire une œuvre grâce à une pierre. Petite explication. La technique, schématiquement, c'est partir d'une pierre calcaire qu'on a grainé préalablement, c'est-à-dire qu'avec de l'eau et du sable, on a créé une surface parfaitement plane et libérée de toute trace du dessin précédent. Et sur cette pierre vierge, l'artiste va venir dessiner avec des outils de dessin qui sont tous des corps gras. Ce sont des outils spécifiques, le but étant, par le biais du dessin, de graisser, de déposer une empreinte grasse sur le calcaire. Ernest Pignon-Ernest a passé une semaine dans l'atelier à dessiner sur cette pierre et cela lui a demandé beaucoup d'efforts. En effet, pour que le dessin soit imprimé à l'endroit, il faut le dessiner à l'envers. C'est une chose physique presque d'ordre sensuel, le dessin, vous voyez, et le faire partir dans l'autre sens. Moi, c'est ma main qui est comme ça, donc je suis
Puis c'est notre culture ici, d'aller de gauche à droite dans ce mouvement. Et le faire dans l'autre sens, c'est un effort mental pour moi très, très grand. Ça me bouscule mes gestes. Mes gestes et quelque chose qui est dans l'élan, quoi. Voilà, donc j'ai une grande difficulté. Une fois le dessin terminé, c'est à Stéphane de reprendre la main. On va passer une préparation de gomme arabique et d'acide nitrique qui va fixer ce dessin dans la pierre. Je suis obligé d'être un peu schématique, mais ça va fixer ce corps gras. Il faut ensuite placer la pierre calcaire dans la presse, enduire les rouleaux d'encre grasse et veiller à ce que cette pierre reste toujours humide. Mais pourquoi ? La mécanique d'impression, elle est on ne peut plus simple, elle est basée sur l'incompatibilité du corps gras et de l'eau. Donc, on va mouiller en permanence la pierre. Vous avez vu qu'il y a des rouleaux mouilleurs qui maintiennent en permanence un film d'humidité. Cette humidité, elle est refoulée par le dessin puisque c'est un corps gras. Et donc, elle protège tout ce qui n'est pas dessiné de l'ancrage. La magie opère et l'artiste comme l'imprimeur découvrent leur œuvre. Ça vaudrait presque le coup d'en doubler une bonne, tu vois, avec... Moi, j'aime bien que ce soit plus dur. Le tirage n'est jamais parfait et il faut se concerter, réajuster les traits, corriger les petits défauts ou encore accentuer l'intensité de l'encre noire. Et si les artistes apprécient la lithographie depuis plus de 200 ans, c'est parce que cette technique apporte un plus à l'œuvre. Si vous regardez de près ce qu'on est en train d'imprimer avec Ernest, la pierre restitue son grain, le crayon prend une espèce de qualité et les noirs sont très veloutés, très velours. Ça, c'est assez incomparable. Dans l'atelier parisien, les artistes contemporains défilent. En effet, la lithographie permet aussi de rendre l'art plus accessible. Après être passé dans des établissements prestigieux, Yann Couvreur nous présente son univers tout en gourmandise. C'est le portrait du jour. En passant devant les boutiques du pâtissier Yann Couvreur, impossible de ne pas avoir l'eau à la bouche. D'abord, c'est l'odeur des viennoiseries qui vient nous chatouiller les narines. Puis, c'est le florilège de couleurs qui finit d'éveiller nos papilles. Tous nos sens sont en éveil. Ce qu'il faut séduire avant tout, c'est l'œil, parce que c'est l'œil qui va être attiré. Et ensuite, en fait, c'est les 5 sens. Hein. Mais après, chronologiquement, l'œil est à séduire le premier. Et puis, voilà, l'odorat, même l'ouïe, quand on va craquer la coque qui enrobe le chocolat, ça va avoir un sens. Et donc, tout ça, c'est très sensoriel. Yann Couvreur a fait ses armes dans des restaurants et palaces de renom, comme le Prince de Galles, mais en 2016, confiné dans les cuisines de ce palace, il a eu envie d'espace et de proximité avec les gourmands venus goûter ses créations. Et si par hasard vous hésitez entre un croissant, une tarte aux fraises basilic, un carré citron vert, un éclair aux fèves de tonka ou un roulé praline rose, pas de panique, le vendeur en face de vous est avant tout pâtissier. Pas trop cuit sur la crème d'amande, juste légèrement pour que ça reste bien fondant, moelleux. Ok, super. Qui mieux qu'eux pour défendre un petit peu chacune de leurs créations qu'ils fabriquent. Donc je trouve que la boucle est bouclée quand on reçoit la matière première, qu'on la transforme, qu'on vient finir le gâteau et qu'en même temps on vient les proposer aux clients en argumentant comment c'est fait, pourquoi. Ils savent exactement jusqu'au bout des ongles exactement ce que contient ces gâteaux parce que c'est eux qui les ont faits. En parlant de gâteaux, quelle est la pâtisserie préférée de Yann? Alors ça va avec les saisons, moi je marche avec les saisons, donc les fruits rouges au printemps c'est un bonheur, ensuite vient la pêche, l'abricot, c'est aussi des fruits qui parlent. Et puis j'associe toujours le fruit avec les moments. Vous l'aurez compris, du moment qu'il y a des fruits, Yann n'est pas difficile. Et on comprend mieux pourquoi l'emblème de ses boutiques est un renard. C'est un animal qui est évidemment gourmand, qui fait référence à plein d'œuvres littéraires. Et moi, on sait que je suis fils de libraire, et donc il y a toute une cohérence autour de ça. C'est un animal qui est très diffus dans le monde, qui évoque quelque chose à tout le monde. La gourmandise demande patience et précision. Tout doit être parfait.
coulis de framboises, crémeux framboises estragon, des framboises fraîches et de saison, tout un art. Toujours à la recherche de nouvelles idées et d'inspiration pour surprendre, Yann a même trouvé un jour une idée pour une bûche de Noël grâce à une assiette. On vous explique. Ou plutôt, on vous laisse avec le chef David Toutain, grand ami de Yann Couvreur et propriétaire de cette fameuse assiette, vous l'expliquer. On était juste avant les fêtes de Noël, bon, je sais qu'il devait préparer un gâteau, il essayait de surprendre, il était venu manger ici il y a quelques semaines, quelques mois auparavant. Et puis il m'appelle, il me dit « Ouais, tu sais ton assiette, où est-ce que tu nous avais servi ça? T'en as toujours? Est-ce que tu peux me la prêter ?» et ainsi de suite. Donc on a commencé à discuter, on a commencé à regarder un petit peu l'assiette et c'est vrai qu'après lui il est parti sur son idée, sur son développement. Et de là naissait la bûche cocooning de Yann. En parlant de bûche, Yann a fait appel au studio de design de Pierre-Yves Lebon pour mettre au point les formes et les moules de ses bûches et de ses œufs de Pâques. Et c'est ce même studio qui a élaboré le design de ces deux boutiques à Parmentier et aux Galeries Lafayette. Qui a dit que gastronomie, gourmandise, découpe laser et nouvelles technologies n'étaient pas faites pour travailler ensemble? On vous l'a dit, Yann Couvreur est futé et gourmand comme un renard. Bonjour Yann. Bonjour Katerina. On dit souvent que la pâtisserie s'apparente au métier de la sculpture pour le sens des couleurs, pour le travail sur la matière. Alors, est-ce que vous considérez que vous faites un métier artisanal ou un métier de bouche ou un métier d'artiste? Plutôt artisanal et bouche. Artiste, je considère que c'est encore une autre branche. Moi, je travaille avant tout pour satisfaire un goût, un palais, de la gourmandise. On prend soin de bien présenter nos produits, mais notre recherche, elle est avant tout basée sur le goût. La pâtisserie, ça n'a pas été une vocation dès le départ parce que votre papa a considéré que comme vous étiez moins intéressé par les études, de vous mettre pour un BEP cuisine tout simplement. Exactement. J'étais pas forcément lié à un destin très scolaire ou attendre passivement derrière un pupitre. C'est pas votre truc. Ouais. Donc j'ai appris d'une manière différente et c'était ainsi que j'ai créé entre guillemets mon parcours. Mais pourquoi la spécialisation pour la pâtisserie, puisqu'il y a cuisine, salée et pâtisserie, c'est pas tout à fait le même métier quand même? Ça dépend en fait de... Quel était le déclencheur? En réalité, ça dépend de comment on approche les deux matières. Moi, j'ai approché la pâtisserie de la même manière que la cuisine, donc c'est-à-dire par de la spontanéité, des assaisonnements, de la recherche gustative et le respect des saisons. Et finalement, c'est ainsi que les cuisiniers approchent leur discipline. Et moi, j'ai fait la même chose avec la pâtisserie et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force. Vous êtes passé dans beaucoup de palaces. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de palace? J'ai eu la chance de travailler des produits extraordinaires, Ouais. Des produits qu'on ne peut pas forcément toucher ou approcher ou travailler dans des entreprises plus simples, plus modestes. Donc forcément, apprendre sur des beaux produits, ça donne une certaine idée. Et puis c'est surtout une chance en fait. Et quand vous êtes parti du Prince de Galles pour créer votre propre boutique, une envie de liberté, vous êtes dit voilà, c'est ma chance, il faut que j'aille, ou comment Exactement. ça s'est passé? En réalité, j'avais besoin de mettre en application toutes mes convictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne travaille plus aucun colorant, aucun artifice, il n'y a vraiment aucun conservateur. Je travaille vraiment le produit de manière naturelle, au gré des saisons. Et c'est non pas un discours marketing, mais vraiment une vraie conviction. Yann, justement, vous parliez de la fraîcheur des produits, mais comment vous vous situez par rapport au surgelé dans la pâtisserie? Parce que même les plus grands pâtissiers font parfois du surgelé pour certains produits. Bien sûr, et je fais pas exception de ça. Hein. Il y a une partie de mes produits qui, si il n'y a pas de perte de qualité organoleptique, je ne me prive pas de surgeler parce que c'est aussi un moyen très sûr de conserver et d'organiser le travail. Parce qu'évidemment, si on faisait tous les jours depuis zéro, ça serait impossible. Donc, tous les pâtissiers, et je le dis sans conteste, se congèlent. Après, il y a des produits qui congèlent bien et qui ne souffrent aucune défaillance gustative. Comme pour exemple la viennoiserie, par exemple. Les pâtes, quand elles sont crues, bien sûr. Des entremets, tout ce qui est mousse, ça se congèle très très bien. Sans aucune perte de goût ni de qualité.
Alors, quand on est jeune, créatif et qu'on est libre, comme vous n'avez pas vraiment un cahier de charge, comment faites-vous pour revisiter certains classiques de la pâtisserie française qui sont quand même très présents? Moi, je considère aujourd'hui que la pâtisserie, la meilleure, elle a déjà été inventée. La tarte au citron, le Saint-Honoré, le Paris-Brest. Voilà. Par contre, on peut peut-être, je trouve, réadapter parce qu'en fait, les modes sociaux évoluent. On mange de moins en moins sucré. Et puis le sucre, aujourd'hui, n'a plus cette fonction de conservateur. Moi, ma pâtisserie, je la passe un jour et pas deux. Alors, vous l'avez dit, on mange, c'est vrai, de moins en moins sucré. Et ça, c'est peut-être une vraie tendance dans la pâtisserie aujourd'hui. Mais est-ce que le secret, c'est pas de trouver justement le bon équilibre? Exactement. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est pas désucrer à outrance, mais plutôt de sucrer juste. Aujourd'hui, c'est vrai que le sucre a tendance à annihiler certaines saveurs. Et on a, je pense, alors je veux pas critiquer les générations de pâtissiers précédentes, mais aujourd'hui, on attend d'une pâtisserie qu'elle soit peut-être un peu moins sucrée, un peu plus savoureuse. Et aujourd'hui, vous êtes plus sucré ou plus salé? Je suis assez classique en fait. Moi, au moment du déjeuner, je mange salé. J'aime bien finir par un dessert. Peut-être à 16 h, je vais me faire un goûter en fait. Tout simplement. C'est le rythme que j'ai depuis tout petit. Donc voilà, je suis resté finalement assez conventionnel à ce niveau-là. Merci Yann. Je vous en prie. Un repérage rafraîchissant au fil de l'eau. On se laisse emporter par les pas de danse et les bonnes adresses pour un repérage 100% guinguette. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré au fil de l'eau pour découvrir un Paris d'antan. Non loin de la capitale, sur les bords de Marne, à Joinville-le-Pont, l'esprit des guinguettes fait de la résistance. Et l'un des vestiges de cette belle époque, c'est chez Gégène. D'abord une péniche, elle devient ce qu'elle est aujourd'hui en 1918. Les années folles battent leur plein et la fête aussi. Un siècle plus tard, les choses n'ont pas changé. On mange, on boit toujours avec modération et surtout, on danse. Mireille et François sont des habitués et ils ne ratent jamais une occasion de venir danser le musette tous les dimanches. Moi, je suis un fou de danse. Alors, j'ai suivi des cours de tango argentin, de tout. Mais la danse typique française, c'est le musette. Mais qu'est-ce que le musette? Le musette, c'est un mélange de valse et de tango pensé pour les espaces restreints, car on fait la toupie. Démonstration. Attention, ça peut donner le tournis. Musette, valse, rock, tango ou petits pas hésitants, jeunes et moins jeunes viennent passer un bon moment au rythme de l'accordéon. Et en plus, c'est recommandé par le médecin de Mireille. Alors, pourquoi s'en priver? Ah, le médecin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit continue à danser, c'est excellent. Ça vaut un médicament. Bon, alors je l'écoute tout. On continue notre escapade sur l'île aux impressionnistes à Chatou. Vous connaissez le déjeuner des canotiers de Renoir, mais savez-vous que cet endroit existe vraiment? Et oui, cette célèbre guinguette n'est pas le fruit de l'imaginaire d'Auguste Renoir. Il s'est inspiré du restaurant La Fournaise. Et le choix de ce restaurant n'est pas anodin. Dès sa construction en 1857, cette guinguette fut le repère de nombreux impressionnistes, comme évidemment Renoir, mais aussi Réalier-Dumas ou d'écrivains comme Maupassant. Tous venaient profiter de la vue, un verre de guinguet à la main, ce vin blanc de Belleville qui donna son nom aux guinguettes. Et devinez ce que l'on retrouve au mur? Des toiles d'impressionnistes et des canotiers. Ces canotiers vous ont donné des idées de tenues estivales. Ça vous dit de dénicher le vôtre pour vous pavaner sur les terrasses parisiennes ou les guinguettes de banlieue? Remettre le canotier au goût du jour, c'était le souhait de Chloé Thieblin. À la suite d'une reconversion, elle lance son atelier de chapellerie dans le Marais en 2014, appelé Mademoiselle Chapeau. C'est un chapeau que j'aime particulièrement. Il est sympathique et
Et il est à la fois masculin, féminin, il peut être très habillé ou au contraire très décontracté. Et donc toutes mes créations partent de là et on joue des dimensions du canotier, une calotte haute, plus basse, un bord très large. Chloé se lance alors dans une vieille technique, celle de la paille cousue. Je me suis aperçue en fait que le savoir-faire de la paille cousue, qui est une technique particulière dans la chapellerie, était en voie de disparition en fait, et je me suis mis bille en tête de remonter un atelier de zéro. Pour coudre un canotier, il faut piquer la paille tout en donnant une forme dans l'espace au futur chapeau, ce qui demande une certaine dextérité. La vapeur du fer permet d'ajuster la forme sur le moule, et il faut ensuite enduire la paille pour la rigidifier, avant d'enfourner le chapeau comme un gâteau. Et une fois prêt, on peut le garnir comme on veut. Nous, ce qu'on préfère, ce sont les essayages, et Mademoiselle Chapeau a de quoi nous faire tourner la tête. Vous voici désormais avec 3 adresses en poche pour égayer vos week-ends ensoleillés. Une relève artisanale et design, c'est Éloi Schultz. Entre quelques tas de copeaux de bois, il nous en dit un peu plus sur sa profession. Passionnant. Dessiner, scier, assembler, poncer, raboter, c'est à peu près le quotidien d'Éloi. À 28 ans, il est ébéniste à son compte et dans son atelier, il donne forme à toutes sortes d'objets et meubles, des pièces uniques qu'il vend sur Internet. Ce n'était pas tout à fait le destin qu'il s'était taillé. Diplômé en architecture il y a 3 ans, il s'est rendu compte d'une chose, ce qui lui plaît, c'est maîtriser son projet de A à Z. Après le dessin, j'avais plus la main sur finalement l'objet. Et du coup, avec ma formation d'ébéniste, en fait, je fabrique ce que je dessine. C'est un aller-retour génial de pouvoir à la fois se projeter un objet, le dessiner donc et ensuite le réaliser et se rendre compte qu'il y a un enrichissement en fait lors de la phase de fabrication. Un véritable enrichissement personnel. En 2015, retour à l'école pour le jeune homme. En 2 ans de CAP et d'apprentissage, il se forme à l'artisanat. Il faut alors prendre une décision et c'est le bois qu'il choisit. C'est un matériau organique déjà. C'est un matériau qui se coupe vraiment, qui a aussi une odeur qui est très riche, il y a plein d'essences. Je pense que c'est cette affinité que j'ai avec le matériau qui me pousse aujourd'hui à travailler ce matériau. Un matériau complexe, pluriel et multicolore. Alors, une certaine expertise est de mise pour bien sélectionner les planches à façonner. En 3 ans d'expérience, Éloi a appris à distinguer les différentes variétés de bois et leurs particularités, à les apprivoiser, à les comprendre. Pour plein de critères économiques, esthétiques, de poids, de durabilité, de maniabilité et de travail aussi, parce que chaque bois se travaille différemment. Je choisis le bois et j'essaye de faire un meuble qui répondent à la nature du bois. Ouais, j'essaie de comprendre vraiment comment utiliser au mieux chaque essence. Ce soin aussi poussé à essayer d'exprimer ce qu'il y a dans le matériau, dans la planche. Regardez vraiment le dessin, simplement c'est la différence entre l'artisanat et puis la fabrication industrielle. Qu'on ne s'y trompe pas, l'ébénisterie c'est un peu plus qu'un jeu de construction. Dans ce métier, la précision est reine. Il faut la mesurer à la diagonale en fait. Si les diagonales sont égales, ça veut dire que le meuble est orthogonal. Ébéniste et un brin mathématicien, architecte et un peu designer, Éloi compte sur ses nombreuses casquettes pour satisfaire ses clients. En première ligne, les restaurateurs de Paris. En 1 an, Éloi a déjà réalisé une 30aine de chantiers, en solo ou en s'alliant à d'autres artisans. Des projets d'envergure bien en phase avec ses premières amours pour l'architecture. Un chef d'établissement, il a envie que son lieu soit unique, que les meubles soient adaptés à l'espace du lieu. Et il a une certaine vision de son projet. Ça marche très bien en fait, avec le client de réussir à dessiner le projet, d'y apporter des modifications d'après les volontés du client, moi d'après mon expertise technique. Pour Éloi, le Graal est à une autre échelle. Il aimerait donner libre cours à son inspiration en se concentrant un peu plus sur la création d'objets et de meubles originaux. Un rêve au long cours.
C'est ce que j'aimerais faire à terme. J'ai quand même beaucoup d'attachement pour le dessin de mobilier. Je dessine beaucoup de mobilier et j'ai envie d'en faire beaucoup. Voilà, c'est comme ça vient. Chaque fois que j'ai une idée, en fait, j'essaie de la mettre en œuvre, que j'ai un client ou pas finalement, parce que ça trouvera bien un usage. En attendant de vivre de ses créations, Éloi affine son univers en mariant le bois au métal, au verre, à la corde et bientôt à la céramique. Pour ce futur, entre art et artisanat, il n'y a plus qu'à toucher du bois. Version française est déjà terminée, j'espère vous retrouver très vite. En attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!